Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Le 36e sommet de l'Union africaine s'ouvre demain à Addis Abeba en Éthiopie. Au menu des discussions, l'accélération de la zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECAf entrée en vigueur depuis 2 ans maintenant, mais qui peine vraiment à se concrétiser sur le terrain ou dont on peine en tout cas à en mesurer l'impact sur ce sommet de l'UA, sur cette ZLECAf et aussi sur le commerce intra-africain. Nous allons parler avec notre invité. Il s'agit d'Idriss Linger, rédacteur en chef de l'agence Ecofin, en direct avec nous depuis Cotonou au Bénin. Bonjour à vous Idriss Linger, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Omar Baldé et bonjour aux auditeurs de Médian TV. Merci. Alors, on est donc demain à Addis Abeba, le 36e sommet de l'Union africaine qui s'ouvre. Alors, quel regard global portez-vous sur ce 36e sommet de l'institution panafricaine? Alors, déjà, il faut comprendre que c'est un sommet qui s'ouvre sous le prisme de plusieurs enjeux politiques, mais aussi plusieurs enjeux économiques. Sur le plan politique, il y a effectivement le fait que l'Union africaine déjà peine à se positionner, ce qui va assumer la présidence. Aujourd'hui, les Comores sont peut-être bien positionnés, mais le Kenya n'a pas été clair jusqu'au bout. Il semble que le Kenya va finalement laisser la main, mais même si les Comores finalement parvenaient à prendre la présidence de l'Union africaine, ça reste un petit pays qui a très peu d'impact sur le plan diplomatique, mais qui est un allié du Maroc, un des gros investisseurs du continent africain et qui appartient à la zone franc parce que le franc comorien est rattaché à l'euro sous l'entremise de la France. Et donc la France pourrait continuer avec les Comores de profiter de cette possibilité qu'il y a d'influencer les politiques au sein de l'Union africaine à travers un pays avec lequel il y a un attachement monétaire. Après, il faut aussi dire que ce 36e sommet s'ouvre sous un ensemble de défis, notamment il y a les 3 mousquetaires d'Afrique de l'Ouest, Guinée, Mali et Burkina Faso, qui sont dirigés actuellement par des personnes qui ont pris le pouvoir par les armes, qui sont sous le coup des sanctions de l'Union africaine et aussi de l'organisation régionale CEDEAO, mais qui sont des acteurs importants du commerce. On parlera du commerce dans la région Afrique de l'Ouest. Et il y a les défis en termes de position africaine sur les questions climatiques. Donc, c'est vraiment un sommet très excitant et je suis très, très curieux de voir comment les Comores vont être capables de naviguer dans tout cela. En tout cas, je verrai comment le président comorien pourra être dans la suite de Macky Sall, le Sénégalais. Donc une passation de témoins entre le Comore et le Sénégal qui va se dérouler à l'occasion de ce 36e sommet. Comme vous le disiez, Idriss Linger, le président en exercice sortant, le Sénégalais, va passer donc le relais aux Comoriens. Azali Assoumani, dont la candidature, il faut le souligner, a été activement soutenue par le Maroc. Alors, cela dit, Idriss Linger, durant ce sommet, il sera question de beaucoup de questions, mais notamment du dossier de la ZLECAf. Je le disais, la ZLECAf est entrée en vigueur il y a de cela 2 ans, le 1er janvier 2021, après un retard ou un report de 6 mois. Alors, depuis son entrée en vigueur, est-ce que la ZLECAf est réellement palpable sur le terrain? Je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à rallier déjà les pays à la mise à l'entrée effective de la ZLECAf. Et n'oubliez pas que ça ne devait pas être une entrée en fanfare ou en cascade. Ça devait être une entrée progressive avec un démantèlement tarifaire de 10 ans pour les pays les moins avancés et de 5 ans pour les économies qui sont les plus solides. Mais évidemment, l'économique vient se retrouver sur le champ du politique. C'est très difficile d'avoir une ZLECAf qui fonctionne efficacement alors que nous avons des pays comme la Guinée, le Burkina Faso et le Mali qui font partie des corridors importants de commerce en Afrique de l'Ouest et qui se retrouvent sous les sanctions aussi bien de la CEDEAO que de l'Union africaine. Je pense qu'il faudra déjà régler la question des sanctions autour de ces pays-là afin de pouvoir optimiser sur l'utilisation de ces corridors.
La deuxième chose, c'est que l'Afrique a été fortement bousculée par un ensemble de facteurs non intérieurs, par exemple la hausse des prix, la hausse du dollar, hein, qui est venue affecter la plupart des économies africaines, la crise entre la Russie et l'Ukraine qui a créé des perturbations sur une composante essentielle de l'alimentation en Afrique, notamment le blé et aussi les engrais. L'Inde qui a décidé de ne plus exporter tout son riz, une nourriture qui est très consommée en Afrique. Bon, je pense que la ZLECAf est entrée dans un environnement très compliqué. La Covid n'a pas aidé. La guerre russo-chinoise sur le plan américano-chinoise sur le plan économique n'a pas aussi aidé. Ça n'a pas donné la possibilité à la ZLECAf de commencer à bâtir les bases d'une production qui permettrait de construire un marché commun. Parce qu'on ne peut pas avoir un marché commun si on n'a pas de quoi s'échanger. La vérité, c'est que si le commerce intra-africain ne représente que 15%, c'est parce qu'en réalité, les Africains ont très peu de choses à se vendre entre eux. Nous vendons tous des matières premières, enfin, pour la plupart d'entre nous, en dehors de quelques-uns, comme le Maroc, l'Afrique du Sud et peut-être un peu l'Égypte, nous vendons des matières premières et nous achetons des produits finis. Et en général, nous vendons tous à la même personne, nous achetons tous chez les mêmes personnes. Nous vendons tous et achetons chez les mêmes personnes. Alors, vous avez dit que la ZLECAf est entrée en vigueur dans un environnement de Covid-19. Mais est-ce que normalement, ça ne devait pas être un facteur pour accélérer sa mise en œuvre, sachant que le besoin s'est présenté de sécuriser les approvisionnements, s'approvisionner chez le voisin est devenu désormais la norme que d'aller s'approvisionner loin? Oui, effectivement, c'est un point important, c'est le contexte. Et il faut dire que la situation de Covid a accéléré la volonté des pays d'avoir un marché commun. Mais comme j'ai dit, le marché, en fait, c'est le point de rencontre entre les vendeurs et les acheteurs. Et pour que les vendeurs et les acheteurs se rencontrent, il faut que les vendeurs aient quelque chose à proposer, il faut que les acheteurs aient quelque chose à proposer. Mais autre chose, un marché, c'est aussi la rencontre. Il faudrait que les vendeurs puissent se retrouver là où il y a les acheteurs. Or, en ce qui concerne l'Afrique, il y a plusieurs challenges qui n'ont pas été résorbés. Déjà, au sein de chaque pays, il y a encore des défis de facilitation au commerce. Il y a tout un programme aujourd'hui qui est soutenu par de nombreux bailleurs de fonds, notamment en Afrique de l'Ouest, parce que je connais très bien ce programme, qui essaye d'améliorer la facilitation au commerce. Il faudrait, même s'il y a des productions, qu'on puisse avoir des routes qui vont permettre de pouvoir acheminer ces produits-là, ou encore des ports qui vont permettre d'acheminer ces produits. Pour l'instant, ça reste un peu compliqué parce que le gros des armateurs internationaux ne font pas forcément des lignes intra-africaines. Vous n'allez pas demander à Pax Lloyd, qui est l'un des plus gros transporteurs maritimes du monde, de commencer à acheminer l'arachide de Dakar, d'aller avec des bateaux vides, prendre l'arachide de Dakar pour aller vendre sur la côte est au niveau du Mozambique. C'est impossible, c'est pas rentable pour lui. Donc, il faut déjà qu'on règle des questions de facilité au commerce. Je crois que c'est là aussi où on peut saluer des pays comme le Maroc, qui ont des entreprises, qui ont cette vision, qui pensent qu'il faut soutenir effectivement le développement des infrastructures, le développement des points de rencontre, régler les questions de paiement. Il y a beaucoup de choses qui ont avancé au Mabaldé. Mais on ne peut pas s'attendre que du jour au lendemain, on ait un marché complètement intégré. Je rappelle que même en Europe, le marché commun qui est établi autour de l'Union sur le charbon, ou alors de l'alliance entre l'Allemagne et la France, a pris quand même 2 ou 3 bonnes décennies pour parvenir à un marché, et même on n'a pas encore atteint le stade du marché intégré complet. Donc je pense que la ZLECAf fait son chemin avec ses défis et on doit pouvoir tous contribuer à ce que ça marche. Alors, en tout cas, on est impatient de voir qu'est-ce qui sera décidé à Addis Abeba à l'issue de ce sommet. Mais les freins, en tout cas, on les connaît et ils ne manquent pas. Je pense notamment à l'intégration régionale, à l'intégration sous-régionale selon certaines sous-régions. Est-ce que, sachant que l'Union africaine avait, on peut dire, délégué certaines prérogatives aux organisations sous-régionales pour la mise en œuvre de la ZLECAf, au niveau de la CEDEAO, ça semble peut-être fonctionner vu l'avancée prise depuis des années en termes d'intégration régionale. Mais qu'en est-il globalement des différentes sous-régions africaines plutôt?
Alors là, tu poses une question fondamentale du problème de la ZLECAf. Mhm. Aujourd'hui, l'Afrique a un potentiel. On parle d'un marché de 1,4 milliard de personnes d'ici 2050. On parle d'un PIB cumulé qui pourrait atteindre les 3 400 milliards de dollars. On parle de création de 100 millions d'emplois et tout le reste. Mais effectivement, l'Afrique reste un marché disloqué. C'est quoi la différence entre la Chine entre la Chine et l'Afrique? C'est que la Chine est un marché homogène, un marché intégré sous une même politique rigoureuse, avec une vision claire. Mais en Afrique, nous avons 54 pays qui parfois ne s'alignent pas sur les mêmes objectifs. Et même, on a délégué aux entités régionales. Ça peut très bien marcher en Afrique de l'Ouest. Même en Afrique de l'Ouest, il y a encore des challenges parce que la mobilité n'est pas toujours quelque chose d'acquise. En Afrique centrale, n'en parlons pas, même s'il y a une libre circulation par les aéroports, par les voies terrestres, c'est toujours un peu compliqué, peut-être parce qu'il n'y a même pas de route déjà. Et en plus, voilà, tu ne peux pas t'installer dans un pays facilement, faire des affaires, il faut des procédures complexes. En Afrique australe, il y a une intégration qui se met en place, mais elle est trop axée autour du Kenya et l'Éthiopie demande un leadership. En Afrique de l'Est plutôt, en Afrique australe, l'Afrique du Sud est beaucoup trop jupitérienne pour pouvoir tirer tous les autres pays. Maintenant, un gros défi que nous avons aussi avec la ZLECAf, c'est le besoin d'une plus grande cohérence dans une sous-région du continent, le Maghreb. Malheureusement, c'est l'une des sous-régions les plus avancées en termes de compétences, en termes d'infrastructures de production, en termes de diplomatie économique. Le Maroc est un grand acteur de la diplomatie économique tout autant que l'Égypte. Ils parviennent à attirer des capitaux de tous les endroits du monde, mais on ne sent pas une cohérence maghrébine. Peut-être qu'un jour, cette cohérence viendra pour le bon résultat de la SLECAF. En tout cas, si nous avons une cohérence maghrébine, si nous avons une structuration en Afrique australe et une meilleure convergence entre l'Est et l'Ouest, c'est une thématique qu'avait développée une banque locale marocaine, Attijari Wafa, et je trouvais que c'était très pertinent. Si nous avons cette cohérence, nous parviendrons à une vraie ZLECAF. Une ZLECAF, non pas des sous-régions, mais une ZLECAF des pôles d'expertise. Pôle d'expertise du transport aérien, l'Éthiopie avec sa compagnie aérienne. Pôle d'expertise en matière d'énergie et d'agriculture, l'Afrique centrale et la RDC avec. Pôle d'expertise en matière d'énergie, l'Afrique de l'Ouest. Pôle d'expertise en matière technologique de diplomatie, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud. Et on parviendra à une nouvelle ZLECAF. Mais là, on en est loin et c'est malheureux. En tout cas, je rappelle que pour ce qui est de l'Afrique du Nord ou plutôt du Maghreb, la non-intégration, on le dit depuis des années maintenant, coûte au moins 2% de points de PIB au pays donc de cette sous-région du continent. Alors, Idriss Linge, tout ceci, vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez dit que on a du mal à commercer ensemble en Afrique, tout simplement parce qu'on ne produit pas. Alors, la transformation, hier on en a parlé ici à l'occasion don du Maroc de 2000 tonnes de fertilisants aux petits producteurs agricoles gabonais. Mon invité parlait justement de cette nécessité de transformation locale. À ce propos, où est-ce qu'on en est justement par rapport à cette transformation locale en Afrique afin qu'on puisse d'abord exporter ou échanger en Afrique avant le reste du monde? Alors, le vrai problème avec la transformation, c'est la question de l'industrialisation. L'industrialisation requiert un ensemble de préalables, notamment le préalable énergétique. S'il n'y a pas d'énergie, on ne peut pas véritablement industrialiser. L'industrialisation requiert aussi l'investissement en capital. Et l'accès pour les Africains, privés comme publics, à des capitaux internationaux continue d'être un problème. Je pense qu'il y a un apartheid international en matière d'accès aux capitaux étrangers, parce que finalement, la technologie, nous ne l'avons pas toujours, nous devons l'importer, cette technologie. Donc, l'industrialisation qui permettra la transformation a des préalables que pour le moment l'Afrique n'a pas. Et un problème, c'est que parfois on semble croire que 3 400 milliards de dollars de PIB générés par la ZLECAf, c'est quelque chose d'intéressant, mais il faut se rappeler que ça reste très petit comparé par exemple aux 4 700 milliards de PIB, de dollars de PIB de l'Allemagne, le seul pays Allemagne, ou encore un marché comparable, la Chine, 1,2 milliard d'habitants, mais qui a un PIB de près de 17 500 milliards, selon les chiffres de 2021 publiés par la Banque mondiale. Donc, l'Afrique a un potentiel, l'Afrique
mérite de recevoir des capitaux, mais l'Afrique ne reçoit pas encore des capitaux. Et aussi, il faudrait qu'on sente, comme je l'ai dit, plus de cohésion. Parce que le problème avec l'industrialisation, c'est qu'on gagne sur l'échelle. Si vous allez installer une usine de production de boîtes d'allumettes en Chine, vous êtes sûr que vous pouvez atteindre 1,2 milliard de consommateurs. Et si vous installez une usine de production de boîtes d'allumettes à Casablanca, vous n'êtes pas sûr que vous allez entrer facilement sur le reste des 1,3 milliard d'habitants qui concerne le continent africain. Donc, je pense que la transformation locale, c'est intéressante, mais il faudrait pour ça qu'on ait de vrais marchés, de vrais clusters et qu'on ait une vraie dynamique d'ensemble. Et peut-être finalement, la transformation ne sera pas un agenda des pays, mais un agenda régional soutenu par une grosse banque qui a prouvé qu'elle est capable de faire de l'effet de levier, qu'est la Banque africaine de développement. Donc, c'est un gros agenda. Ce sont les chefs d'État qui doivent discuter de cela. J'espère qu'ils en parleront lorsqu'ils se retrouveront à Addis et qu'ils ne resteront pas sur des points de discorde. En tout cas, ce sera à suivre demain et après-demain à l'occasion de ce 36e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Vous avez tout dit presque, Idriss Lindié. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'agence panafricaine Ecofin. Vous nous parliez depuis Cotonou. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous, Idriss Lindié. Au revoir, Omar Baldé, et bonne journée à tous nos frères et sœurs du Maroc. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous également. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.